Bonjour et bienvenue à ce JT de la cardiologie qui est sur le thème de l'insuffisance cardiaque, les thérapies à ne pas oublier. Je remercie le soutien institutionnel des laboratoires Vifor Pharma et de Zoll qui soutiennent le CNCH depuis des années et je le remercie encore. Aujourd'hui, nous avons une énorme chance d'avoir autour de la table des experts dans le domaine de la science cardiaque qui vont nous apprendre plein de choses. Jean-Michel Tartière, bonjour. Rebonjour, on s'était vu tout à l'heure. Docteur Kamal Abdenbi, bonjour. Et cher docteur Anne-Céline Martin, bonjour. On va parler peut-être de toutes les autres thérapies. Vous avez tous mis la quadrithérapie maintenant dans la science cardiaque. Vous êtes au top dans l'équilibration. On a beaucoup parlé d'infirmières de pratique avancée, de télésuivi. Aujourd'hui, on va essayer d'impacter le reste, c'est-à-dire des choses à ne pas oublier. Peut-être qu'on néglige un peu. On va parler de carence martiale, de réadaptation et de JS défibrillateur portable, d'assistance. On va commencer peut-être par carence martiale. Jean-Michel, tu es un de nos grands experts de la carence martiale. Et finalement, moi, ce que je voulais te demander aujourd'hui, c'est mes trucs et astuces. C'est-à-dire, moi, je veux partir de là avec un truc pratique pour dire, voilà, les trucs que je faisais pas bien, comment je dois changer demain. Alors, on va essayer de répondre à la question, du coup. Juste en préambule, ça a beau être des petites choses en plus des 4 fantastiques, finalement, ces petites choses, elles ne sont pas du tout anodines et il faut vraiment s'en préoccuper. Donc, si je prends la carence martiale, puisque c'est le sujet pour moi, il faut savoir que 30 à 50% des insuffisants cardiaques ont une carence martiale. On trouve 80% de carence martiale dans l'insuffisance cardiaque aiguë. L'impact de la carence martiale est supérieur même à l'impact de l'anémie. La carence martiale, c'est un impact fonctionnel, mais aussi sur la morbimortalité. Le dosage de la ferritine et du coefficient de saturation de la transférine, il faut savoir que ça fait partie des recommandations tant pour l'insuffisance cardiaque chronique que pour l'insuffisance cardiaque aiguë. Ça fait partie du bilan normal du patient insuffisant cardiaque. Et la supplémentation IV, ça a été vu tant dans l'insuffisance cardiaque chronique que dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, partant de là, on a 2 grandes carences martiales. Pour faire simple, les carences martiales vraies, donc on a un stock de fer qui est bas, on a une ferritine qui est basse, ou on a la carence martiale fonctionnelle, c'est-à-dire que notre stock fondamentalement est présent, mais il n'est pas au bon endroit, il n'est pas mobilisable correctement, et donc ça aboutit dans les 2 cas à un syndrome carentiel qui est délétère de la même manière. Et on sait depuis maintenant plusieurs années que supplémenter cette carence, ça permet d'améliorer fonctionnellement le patient, que ce soit avec des mesures de pic de VO2, de la fatigue, de tests de marche, et ça permet également d'améliorer la qualité de vie du patient. Donc c'est important de s'en préoccuper. Et on a vu avec Confirma-Chef, et ça a été réaffirmé avec Affirma-Chef, qu'en plus, c'était un bon moyen, lorsqu'on supplémentait cette carence martiale, de limiter le nombre d'hospitalisations, et notamment d'hospitalisations qui suivent une première hospitalisation. On sait aussi que prendre du fer par voie orale, eh bien, finalement, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas la peine de filer la diarrhée à nos patients et de leur faire mal au ventre. Ça n'a pas d'utilité. En plus, ce n'est pas gentil, donc il ne faut pas le faire. Et il vaut mieux donner le fer IV. À partir de là, comment est-ce qu'on se dépêtre de cette situation? Il y a une revue récente qui nous dit la chose suivante. Premièrement, tout patient insuffisant cardiaque symptomatique, on doit doser la ferritine, le coefficient de saturation de la transférine. C'est simple, pour tout le monde. Du coup, ça évite de se poser des questions. Il suffit juste de faire le diagnostic d'insuffisance cardiaque et à partir de là, on sait qu'il faut aller jusqu'au dosage ferritine, coefficient de saturation. Derrière, y a-t-il une anémie? Oui ou non? Le chiffre n'est pas tout à fait le même, vous noterez, pour hommes et femmes. On a un cut-off qui est à 12 pour les femmes, 13 pour les hommes. Eh bien, s'il y a une anémie, attention, il faut aller regarder si on n'a pas un cancer qui est évolutif, s'il n'y a pas un saignement actif, s'il n'y a pas une infection active. Donc, il faut creuser un petit peu plus l'histoire. Pas d'anémie, on peut aller jusqu'à la correction. Et la prise en charge est plus simple. Quand on a plus de 15 grammes d'hémoglobine par décilitre, là, on n'est
pas encore dans la polyglobulie, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, les études sur l'érythropoïétine nous ont montré qu'il ne fallait pas monter trop haut et que c'était délétère dans l'insuffisance cardiaque. Donc, on ne va pas corriger des carences martiales au-delà de 15 grammes, à 15 grammes et plus par décilitre d'hémoglobine. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On a la phase de correction. Cette phase de correction, souvent, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on pense à la première injection, mais vous verrez là que quand on fait plus de 35 kg, voire plus de 70 kg, et qu'on a une hémoglobine qui est basse à moins de 10 grammes ou entre 10 et 14 grammes si on fait plus de 70 kg, ce n'est pas une injection qu'il faut, c'est 2 injections. Il faut faire extrêmement attention. On aura certes commencé à corriger notre carence martiale avec une injection, mais il sera toujours en carence et on n'aura pas complètement supplémenté. Donc il faut toujours penser qu'au-delà de 70 kg, vous avez une très forte probabilité, si le patient a moins de 14 grammes par décilitre, c'est quasiment tous nos patients insuffisants cardiaques, il y a une très forte probabilité pour qu'on ait besoin de 2 injections et non pas d'une seule injection. Donc ça, c'est la majorité de nos patients, ils ont besoin de 2 injections et pas d'une injection. Derrière, on calcule la dose que l'on doit injecter, donc c'est 1000 mg au maximum à chaque fois. Et là, on vous propose jour 1, semaine 6, mais ça n'a pas d'importance, vous faites jour 1, jour 7. Le tout, c'est que ce n'est pas le même jour, il faut laisser un petit espace entre les deux. Il y a des risques de réaction allergique, on n'a jamais vu de notre part, en tout cas avec le carboxymatose, mais c'est en tout cas une précaution qui est honnête de prendre. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? On a bien fait les choses, on a fait 1 voire 2 très fréquemment injections de fer. Comment est-ce qu'on se dépatouille de la suite? Il est bon dans les 3 à 6 mois de recontrôler cette carence martiale. Et donc là, on refait ferritine, coefficient de saturation. Et bien sûr, s'il y avait une anémie, on va contrôler l'hémogramme pour savoir s'il y a toujours une anémie. On peut, en cas de persistance d'un syndrome carentiel, refaire 500 mg. C'est tout à fait possible. Et derrière, on va pouvoir 1 ou 2 fois par an aller recontrôler régulièrement sur le patient stable notre carence martiale. Est-ce qu'elle est toujours présente? Est-ce qu'elle est réapparue? Oui ou non? Et on sait que dans ces conditions-là, on met toutes les chances de notre côté pour que les choses évoluent bien et que le patient limite son risque de réhospitalisation et limite ses symptômes. Et j'ai 2 diapos pour finir. Et là, je vais vous dire comment nous, on gère en pratique la carence martiale. Ce petit schéma que certains d'entre vous ont vu. En gros, on définit pour nous 3 grandes phases dans la prise en charge des patients. La sécurisation purement hospitalière, l'équilibration, c'est plutôt de l'ambulatoire, ça peut être de l'HAD, de l'HDJ, voire de la consultation spécialisée. Et la consolidation, c'est le moment où vraiment on est à la maison, on peut mettre de la télésurveillance si on veut. Lorsqu'on est en hospitalisation, il faut systématiquement, et ça doit rentrer dans vos protocoles de service, le bilan standard d'entrée, le BS, que vous demandez, ou que vous ne demandez pas parce que c'est systématique, c'est encore le plus simple, c'est de ne pas avoir à le demander, doit comporter ferritine, coefficient de saturation de la transférine, hémoglobine. Et ça doit être systématique, systématique, systématique. Alors, vous pouvez le faire à quelques jours, si vous voulez, de l'entrée, mais peu importe. Si c'est plus simple, que ça doit être le jour de l'entrée, ce sera le jour de l'entrée, au moins c'est fait. Surtout, soyez systématique. Et c'est ce qu'on fait là. Vous ne voyez pas bien, c'est juste pour illustrer, mais nous avons des checklists pour tous les insuffisants cardiaques. Et dans cette checklist, c'est tout petit, vous ne voyez pas forcément bien, mais ici, on voit qu'on va se préoccuper de est-ce qu'on l'a bien dosé? Et si oui, est-ce que c'est anormal? Auquel cas, on va supplémenter. Et on s'en préoccupe de même que d'aller se préoccuper de la vaccination ici, du diabète, des traitements, voilà. Donc vraiment, on prend large. Mais la carence martiale, ça fait partie de nos préoccupations au même titre que tout le reste. Derrière la phase d'équilibration, il faut, pendant que le patient est en équilibration, ne pas hésiter à réévaluer cette carence martiale.
Parfois, on a des patients qui arrivent à l'hôpital qui sont en plein syndrome inflammatoire. Le bilan n'est absolument pas analysable. Et donc, on se retrouve avec des ferritines extrêmement élevées, mais une CRP très élevée, etc., etc. Donc, il faut surtout ne pas hésiter à réévaluer ça en ambulatoire pur, en HAD, en hôpital de jour. Nous, on a beaucoup d'hôpital de jour et d'HAD, et donc on utilise ces solutions-là. Et enfin, à 6 mois, après la supplémentation, eh bien, lorsque vous refaites une consultation, et notamment une consultation ISPIC, on essaye maintenant systématiquement à 6 mois de la sortie de l'hôpital, généralement au moment de la fin de la télésurveillance, de caler une consultation ISPIC. Et là, dans la consultation ISPIC, on va réévaluer la carence martiale, et on peut agrémenter ça, si on veut, d'un hôpital de jour. C'est une possibilité aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de cette carence martiale, et notamment de cette carence martiale s'il y a une anémie? Je vous rappelle, l'insuffisance cardiaque, c'est à peu près 81 ans d'âge moyen. On est sur une population vraiment gériatrique. Et donc, au début, la fleur au fusil, on a dit, bon, on va envoyer tout le monde chez le gastro-entérologue pour faire tout le monde des coloscopies, des fibroscopies. Et on se dit, ouh, non, ça ne va pas être possible. Non, pas du tout. Donc, on a revu une vision plus pragmatique, quand même, concertée avec nos collègues gastro-entérologues. Et en gros, on se pose deux grandes questions. Est-ce qu'il y a des symptômes ou il y a des saignements extériorisés? Voilà. Symptômes, saignements extériorisés. Oui, il y a des symptômes qui évoquent une pathologie digestive active qui pourrait donner une carence martiale vraie. On demande effectivement un avis gastro-entérologique. Non. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une fragilité gériatrique? Autrement dit, est-ce que notre patient, il y a un enjeu à aller plus loin? Potentiellement, si on découvre un cancer, est-ce qu'on ira l'opérer? Est-ce qu'on ira faire quelque chose? Est-ce qu'il supporterait une anesthésie pour faire une fibroscopie, une coloscopie? Donc, est-ce qu'il y a une fragilité gériatrique? Oui, il y a une fragilité gériatrique. Bon, on va supplémenter et on va attendre peut-être qu'il y ait des symptômes ou des saignements extériorisés qui se mettent en place. S'il n'y a pas de fragilité, que c'est finalement un patient lambda, il a une carence martiale, il faut l'explorer, bien sûr, on va demander un avis gastro-entérologique. Donc on a une vision pragmatique comme ça. On essaye de ne pas sursolliciter non plus nos collègues spécialistes de gastro-entérologie. Et je vous remercie. Alors, 2 questions courtes, réponses courtes. La première, est-ce que tu sais quel est le pourcentage de patients qui ont une carence martiale et que peut-être qu'on sous-détecte, qu'on ne traite pas? Alors, oui, c'est ce que je disais au début, on a 30 à 50% des patients qui ont une carence martiale chez les patients stables. En insuffisance cardiaque aiguë, on arrive à 80%, en sachant qu'on a un petit problème de fiabilité sur le dépistage de la carence martiale juste à la phase aiguë. Mais je pense qu'il vaut mieux le faire trop souvent, c'est pas grave, et se tromper, quitte à le recontrôler après. Donc il vaut mieux avoir cette attitude-là très systématique. Et très courte question également là, c'est une fois que tu les as supplémentés, quel pourcentage nécessite 6 mois plus tard d'être resupplémenté dans ta pratique? Alors, bonne question, j'ai pas le chiffre. Il y en a, je pourrais pas dire, j'ai pas l'impression que ce soit un énorme pourcentage. À la louche, je dirais, on est probablement sur une dizaine de pourcents, mais je suis pas très confortable avec cette estimation pifométrique. Anne-Céline, tu penses que c'est combien toi, dans ta pratique? Ouais, moi j'ai l'impression que chez les patients sévères, en tout cas, que c'est plus que ça. On est assez surpris de le faire assez systématiquement tous les 6 mois en HDJ, de voir qu'à chaque fois il faut y retourner. Ouais. Alors je pense qu'il faut aussi faire attention à, c'est ce que j'ai dit à un moment, à bien faire les 2 injections. Parce que si on part sur une seule injection, la majorité de nos patients en fait sont pas supplémentés. Et donc si on leur contrôle à 6 mois, il n'y a aucune raison que leur carence soit corrigée. Merci beaucoup Jean-Michel. Alors on va enchaîner sur la suite. Kamel Abdenbi, tu es notre spécialiste de réadaptation, sevrage du tabac, tu as une énorme expérience. Alors aujourd'hui on voulait parler des réadaptations, mais je voulais parler, peut-être que tu peux sortir du cadre un petit peu de la réadaptation classique aussi, parce que on sait qu'ils doivent bénéficier, nos patients, de la réadaptation, peut-être qu'on ne les adresse pas assez, et peut-être que, tu vois, toi tu es très loin de chez mon hôpital, et peut-être qu'on peut travailler ensemble par d'autres moyens. Pourquoi pas. Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, la réadaptation cardiaque, je crois que tout le monde est convaincu qu'elle a une place de choix dans l'insuffisance cardiaque. Mais pour ne pas avoir la mémoire trop courte, je vous renvoie un peu aux années 80 simplement. Dans les années 80, qu'est-ce qu'on disait aux insuffisants cardiaques? On leur disait « bed rest, armchair, don't move ». C'était ça les conduites. Surtout ne bougez pas, ne sortez pas de votre lit, restez au repos.
envoyez-les en maison de convalescence. Et regardez le formidable élan qu'a pris la réadaptation cardiaque. En 30 ans, on a commencé par avoir des études. La plus prestigieuse reste celle de Coates, un cardiologue de Leeds, qui nous a montré la première fois que, effectivement, réadapter des insuffisants cardiaques n'était, 1, pas dangereux, 2, était bénéfique, réduisait la mortalité. Ensuite, il y a eu des méta-analyses, puis il y a eu beaucoup de travaux. Et aujourd'hui, c'est devenu un must, puisque je ne connais pas un seul cardiologue qui n'enverrait pas son patient insuffisant cardiaque en réadaptation cardiaque. Donc c'est devenu une indication de niveau 1A, indiscutable. Et à la limite, ne pas le faire est une erreur, est une faute professionnelle, puisqu'on va avoir chez ce patient une perte de chance pour sa survie. Pourquoi survie? Parce que dans notre concept de réadaptation cardiaque, les gens connaissent le concept. Le concept, c'est d'abord travailler autour d'une équipe de réadaptation cardiaque, où il y a une place pour la diététicienne, le sel par exemple, il y a une place pour l'infirmière, l'observance, il y a une place pour le kiné, l'activité physique, la psychologue, parce qu'on a des patients qui viennent jeunes, rapidement, avec des fractions d'éjection basses, et donc désemparés, anxieux, dépressifs, il faut les remonter. Et donc c'est un travail d'équipe, c'est précisément ce qu'on fait en réadaptation cardiaque. Et on ne fait pas que ça, heureusement, mais je vais essayer de vous montrer un peu le petit plus que la réadaptation peut apporter. Alors, en termes de morbimortalité, j'aime bien montrer cette diapo, qui est l'étude Extramatch, qui est une méta-analyse qui avait repris 9 études, qui dit simplement la chose suivante: le nombre de sujets à traiter, le nombre d'insuffisants cardiaques à traiter pour sauver une vie par la réadaptation cardiaque est seulement de 17. Vous entendez bien? 17. Quand on entend toutes ces études sur les nouveaux médicaments, les associations de médicaments, on met le NNT, le Number Needs to Treat, donc le NST en français, à 40, 50, et on dit c'est très coût-bénéfique, c'est très bien. Là, vous avez une technique, à 17 patients réadaptés, vous sauvez une vie. Donc, coût bénéfique, coût efficace, indiscutable, ça c'est vraiment la chose qu'on doit annoncer pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en réadaptation pour l'insuffisance cardiaque? La réadaptation, c'est bien sûr l'activité physique, on vient de le dire, c'est important. C'est l'éducation thérapeutique, on va en parler dans un petit moment, mais c'est aussi beaucoup l'optimisation thérapeutique. Alors, l'optimisation thérapeutique, je crois que tous les gens qui font de la réadaptation sont prêts à témoigner. Encore hier, j'ai sorti un patient de réadaptation cardiaque qui est arrivé avec 33% de fraction d'éjection, gilet, comme on va en parler tout à l'heure, peut-être un futur candidat pour Walid et avoir son défibrillateur. Et après 6 semaines de réadaptation cardiaque, on refait l'écho, 45% de fraction d'éjection. Il sort de la liste, il n'est plus avec un projet de défibrillateur, on lui a sauvé la vie et on lui a transformé sa qualité de vie. Et ça, il faut le mentionner. Donc l'optimisation thérapeutique, c'est la clé, c'est le socle aussi de ce qu'on fait en éducation thérapeutique. Aujourd'hui, avec les molécules que vous connaissez, la fameuse, le quatuor que vous avez sous les yeux ici, eh bien, quand on donne ces médicaments nouveaux à nos insuffisants cardiaques, quand on fait de la titration progressive, puisqu'on revoit les patients, donc ils sont là sur 20 séances, on a le temps, 20-30 séances, on a le temps de les voir et de voir comment ils réagissent par rapport à la tension, par rapport aux effets secondaires. On a aujourd'hui, par exemple, sur ce papier de chaîne, vous voyez que non seulement il faut les donner, mais il y a un certain ordre à peut-être valoriser, comme par exemple les inhibiteurs de la SGLT2 à mettre rapidement en premier et ensuite monter en cadence comme ça pour essayer d'optimiser le traitement jusqu'à la dose maximale tolérée. Ça permet à nos patients de sortir de la liste. Je vous montre juste une étude maintenant un peu vieille, il y en a eu d'autres depuis, avec l'Entresto, pour ne pas le nommer, le remodelage sous traitement. Vous voyez très bien que lorsqu'on donne la dose maximale tolérée à nos patients, et on transforme la fraction d'éjection, on les aide à améliorer leur fraction d'éjection, c'est un point important. Et enfin, et je terminerai par ça, lorsqu'on réadapte un coronarien qui a une dysfonction VG majeure, on ne va pas s'arrêter à la sortie de l'hôpital, sinon dès le lendemain, malheureusement, et c'est ça le au-delà que tu m'as donné. Le au-delà, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Est-ce qu'on va le laisser sortir en clapant des doigts, des mains, en disant « Ok, bravo, vous avez bien réussi », et qu'il s'arrête de travailler? Et là, il retourne à sa fraction d'éjection peut-être de base, il retourne à sa condition de déconditionné de base,
Et donc, vous savez, les recommandations le disent, c'est le propos de cette slide, lifestyle change, modification comportementale au long cours, s'il vous plaît. Parce que si on le fait sur un mois, ça ne va pas. Il faut le faire sur le long cours. Et c'est là où il y a un échec flagrant de tous les cardiologues d'Europe, puisque l'étude EuroAspire, comme vous le savez, montre qu'à sa 6e ou 8e édition, on est toujours très mauvais dans les modifications comportementales au long cours. Qu'est-ce qu'on doit changer? Mieux manger, manger différemment, moins de sel, bien sûr, s'adapter à l'insuffisance rénale qui est fréquente dans ces cas-là par les protéines, et c'est le rôle de la diététicienne. Activité physique au long cours, et c'est tout l'intérêt des programmes actuels, comme la téléréadaptation dont nous a parlé tout à l'heure Bruno, par exemple, sur le long cours, pourquoi pas. Arrêter de fumer. On voit encore trop d'insuffisants cardiaques qui viennent et qui continuent à fumer. Comment peut-on accepter un insuffisant cardiaque qui a très peu d'oxygène, entre guillemets, se faire coloniser par le monoxyde de carbone du tabac, qui, comme vous le savez, a une affinité à l'hémoglobine 200 fois supérieure à l'oxygène. Donc c'est incompatible avec la vie d'un insuffisant cardiaque. Il faut qu'il arrête de fumer et qu'il arrête au long cours. Alors nous, on a développé un outil, c'est ça que je voulais vous montrer un peu en préambule ici, par rapport à l'éducation thérapeutique, qui s'appelle A2Cœur, qui est un outil connecté qu'on utilise à l'hôpital Bellan et qui permet à toute l'équipe de réadaptation de faire un diagnostic éducatif et donc de pouvoir fixer avec le patient les objectifs d'éducation thérapeutique qu'il veut mener pendant la réadaptation et surtout après. C'est la fameuse phase de maintien, le retention en anglais, ou à la sortie maintenant, quand le patient a atteint ses objectifs, ou pas d'ailleurs, on va lui envoyer des SMS, c'est ça l'au-delà, maintenir le lien avec le patient, lui envoyer une fois par semaine un SMS pour lui dire « Monsieur Pierre, Paul, Jacques, vous n'avez pas atteint votre niveau d'activité physique, continuez à vous motiver, etc. » On essaie de garder le lien pour le motiver à travers des SMS et faire du tracking SMS comme ça sur un an pour pouvoir améliorer cette adhésion justement au lifestyle modification. Voilà comment se présente l'outil globalement, ça s'appelle A2Cœur. Donc on va expliquer la maladie, expliquer les facteurs de risque et surtout par la suite l'aider à atteindre ses objectifs au long cours par les fameux SMS dont je vous ai parlé. Et enfin, je termine par cela. On vient d'ajouter une nouvelle pierre à cet édifice qui est un outil très dynamique, très intéressant, qui vient d'être validé aux États-Unis, qui s'appelle le SPUR, S-P-U-R, dont je vous parle très rapidement, qui permet en réalité de connaître un peu mieux nos patients, c'est-à-dire de savoir quelle est la typologie du patient que l'on a en face et quels sont les leviers sur lesquels on doit travailler. On ne va pas servir la même soupe à tout le monde, on va dire ce patient a besoin plus d'axer notre intervention de modification comportementale sur l'aspect psychologique, l'aspect social, l'aspect usage ou l'aspect rationnel. Et l'extraordinaire apport de cet outil qui a été développé par une start-up qui s'appelle Observia, qui est maintenant très connue dans le milieu, c'est de nous dire, voilà, tel patient, il a un risque de non-observance de 75%. Ou alors, cet autre, un risque de non-observance à 35%. Et vous voyez, on ne va pas agir de la même façon avec celui qui a une non-observance à 75% qu'avec 35%. Et derrière, on vous donne la recette pour vous dire, agissez sur l'aspect psychologique plutôt que sur le social, etc., etc. Et ça nous permet d'avancer. On a fait une petite étude rétrospective, c'est ma dernière diapo, pour montrer que finalement, sur les patients qui adhèrent à ce programme, on arrive, comme vous le voyez ici, à leur faire perdre du poids, à leur faire augmenter l'activité physique et surtout aussi à leur améliorer leur qualité de vie avec un SF12 qui est transformé, amélioré. Et c'est bien là l'essentiel. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Kamel. Deux commentaires. Le premier, c'est que je pense que tu l'as très bien dit, que ce n'est pas juste une prescription de kiné et que c'est une prise en charge globale. Et là, le GERS communique énormément dessus pour dire que c'est une prise en charge globale. Et d'autre part, je me souviens que dans une vie passée, on a travaillé sur un projet où on allait éduquer des patients qui allaient visiter l'Institut cardiologique de Montréal. Et je me souviens qu'il y avait cette salle de sport qui était reliée à l'Institut pour les patients qui étaient insuffisants cardiaques. Le centre EPIC. Voilà. Et finalement, lorsqu'ils entraient, ils disaient « vous n'êtes pas venus depuis tant de jours ». Il y avait les cours de cuisine, notamment pour le régime sans sel, etc. Et ça avait une vision globale du patient, notamment incluant l'activité physique, après finalement l'événement et pas uniquement. Et je trouve que ce que tu as montré sur la téléréadaptation, c'est quelque chose qui pourrait être utile à beaucoup d'entre nous, de dire on a plein d'outils ou des outils prédictifs. Vraiment, merci beaucoup encore. Merci Kamel. Et puis, Anne-Céline Martin, on lui a donné une tâche très difficile parce que d'un côté, on lui a demandé de voir finalement mes patients insuffisants cardiaques qui sortent de l'hôpital, lesquels je dois y penser à leur mettre
un gilet défibrillateur portable. Alors peut-être que dans votre pratique, vous pensez tous au post-infarctus avec une fraction d'éjection voilà, réduite, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut peut-être pas oublier les autres. Et puis après, tu vas nous parler de ton autre domaine, qui est l'HEGP, avec ton autre panel d'activités, qui est cette prise en charge des insuffisants cardiaques sévères, dont certains vont... Tout à l'heure, on aura le professeur Fabiani ici, donc peut-être qu'on parlera aussi de toutes les assistances, et peut-être certains pourront être transplantés. Donc alors, on va commencer. Gilet défibrillateur portable. Ouais. Qu'est-ce que le cardiologue, aujourd'hui, qui va être take-home message, il sort, qu'est-ce qu'il ne doit pas oublier? Alors, on va parler, en effet, de 2 sujets en un, tu m'as donné ça à faire, et parler de 2 thérapies, finalement, d'exception, qu'on va essayer de rendre les moins exceptionnelles possibles en y pensant le plus souvent. Et le premier, c'est ce gilet défibrillateur portable. Alors, pour asseoir les choses, on va partir des recommandations, puisque les recommandations à la fois de 2021 et 2022, eh bien, font état de ce gilet défibrillateur portable. Et dans les recommandations d'insuffisance cardiaque de 2021, eh bien, il est recommandé d'y penser et de le mettre chez tous les patients qui sont à risque de mort subite, en attendant eh bien, la possibilité de leur mettre le défibrillateur implantable. Alors le corollaire, c'est évidemment quand est-ce qu'on met le défibrillateur. Eh bien, c'est fraction d'éjection réduite, inférieure à 35%. Ça, c'est très bien montré depuis très longtemps. C'est le facteur prédictif de mort subite le plus élevé. C'est les cardiopathies ischémiques. C'est une recommandation de grade 1, ou la cardiopathie non ischémique, et c'est du 2A. Et ça, cette discrimination entre l'un et l'autre, et cette différence, eh bien, ça repose sur l'étude d'Anish qui nous fait la différence entre les deux. La cardiopathie non ischémique étant plus difficile sur l'évaluation du risque que la cardiopathie ischémique. Et puis, c'est après la mise en place d'un traitement optimal de plus de 3 mois, puisqu'on l'a bien montré, la réadaptation, les médicaments, tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne à la fois sur le risque de mort subite, ça fonctionne également sur le remodelage du ventricule gauche. Donc, il y a des patients qui, à l'issue de ces 3 mois de traitement, n'ont plus besoin de défibrillateur. Donc, le défibrillateur portable, eh bien, il va jouer son rôle pendant toute cette période-là. Et évidemment, dans le post-infarctus, il y a des études solides qui nous montrent qu'en effet, eh bien, dans les 40 jours, dans les 6 semaines qui suivent cet infarctus aigu, eh bien, il ne faut pas mettre de défibrillateur implantable. Et donc, la veste a alors toute sa raison d'être. Et les recommandations sont recommandation 2B, donc ça veut dire qu'on peut considérer, c'est pas du A, parce que l'essai randomisé qui sous-tend tout ça, c'est l'essai VEST, dans lequel eh bien, il n'y a pas avec le gilet de diminution de la mort subite, rythmique, même s'il y a en effet une diminution de la mortalité globale, des résultats qui sont un petit peu difficiles à expliquer. Donc c'est du 2B. En revanche, on est passé d'un niveau de preuve C à un niveau de preuve B, et ça, c'est grâce eh bien, à un certain nombre de données de registres, et en particulier du registre français, le registre WERIT, où il y a plus de 1000 patients. 82% d'entre eux, c'est une cardiopathie ischémique, une fraction d'éjection inférieure à 30%, et puis de façon plus marginale, après une extraction d'un premier DEF ou en pré-transplantation, eh bien, la veste, ça fonctionne. Il y a 3,1% des patients qui ont fait une arythmie ventriculaire potentiellement létale. Entre 1 à 2% de ces arythmies ont été choquées à bon escient, 100% de survie après ces chocs. Donc la veste, eh bien, ça marche. C'est fiable dans le sens où il y a moins de 1% des patients qui ont reçu un choc inapproprié. Et puis, spécialité française, c'est que les Français sont bien disciplinés, c'est-à-dire que cette veste, grâce à tout un programme également fait par l'industriel qui est d'encadrer l'information des patients, eh bien, le porte très bien, 23,4 heures sur 24. Et grâce à tout ça, eh bien, en effet, on a des résultats. Et à l'issue de cette période pendant laquelle la veste est portée, eh bien, il y a 51% des patients qui sont implantés d'un défibrillateur et la moitié de l'autre moitié qui n'est pas implantée parce que la fonction systolique, la fraction d'éjection a récupéré. Donc on voit bien toute la place de cette veste pendant toute cette période où un patient sur 2 eh bien, va récupérer une fonction systolique préservée. Spécialité française, dans les recommandations, on parle de cardiopathie ischémique, de cardiopathie non ischémique, à condition d'avoir moins 35% de fraction d'éjection. La France fait toujours un peu différemment. Et donc en France, la veste est remboursée depuis 2015, ça a été réaffirmé en 2019, dans la cardiopathie ischémique. D'accord, donc en post-infarctus, quand on a attendu les 6 semaines, en post-revascularisation, quand on a attendu les 6 semaines,
dans l'insuffisance cardiaque ischémique quand on a attendu les 3 mois de traitement. Il y a aussi 2 autres indications qui sont plus marginales, donc quand un patient attend la transplantation cardiaque ou bien quand on a explanté un défibrillateur pour une infection, une rupture de sonde et qu'il faut en remettre une autre. Et ça veut dire aussi que malgré les efforts de l'industriel pour essayer d'avoir une extension des indications, pour aujourd'hui, il n'y a pas de remboursement dans la myocardite aiguë, même si c'était très séduisant, parce qu'on sait que c'est réversible dans un certain nombre de cas. Donc la myocardite aiguë, la cardiopathie non ischémique, les cardiopathies du péripartum, qui là aussi ont un potentiel de récupération, et les cardiopathies congénitales. Donc pour aujourd'hui, il n'y a pas de remboursement dans ces indications-là, mais quand y penser dans la cardiopathie ischémique à fraction d'éjection réduite, très largement, et après voir dans quel timing on implante le défibrillateur. Merci. Donc déjà, tu as très bien dit que le niveau de preuve est passé de C à B. Et deuxièmement, c'est que l'étude VEST, les patients ne portaient moins le gilet défibrillateur porte-à-passe par rapport à ce qu'on observe dans des registres comme Werit France. Et donc, ça peut éventuellement expliquer pourquoi le bénéfice au critère primaire n'a pas été retrouvé. C'est vrai qu'en intention traitée, on retrouve un bénéfice, en per protocole, on retrouve un bénéfice. Donc bon, c'est quand même, moi je dis tout simplement dans ma pratique, c'est remboursé. Si les autorités de santé ont dit que c'était remboursé, ça répond aux critères, je le fais. Et voilà, je veux faire bénéficier aux patients de cette innovation thérapeutique, de protection des patients. Rien que hier, sur une session DPC qu'on avait animée avec Olivier Piot, il avait présenté un très beau cas clinique d'un patient qui était sauvé alors qu'il était en réadaptation, en hospitalisation, par son gilet défibrillateur, parce qu'il a fait le malaise dans sa salle de bain, il avait le gilet défibrillateur, il a été choqué, il a été sauvé. C'est un événement rare, mais sauver une vie, c'est toujours ça. Alors, la deuxième partie de ton travail, c'est vraiment prendre en charge les patients plus sévères, à un stade plus avancé. Oui, tout à fait, qu'on définit aujourd'hui comme l'insuffisance cardiaque avancée et qui apparaît en tant que telle dans les recommandations de 2021 d'insuffisance cardiaque avec une définition qui est très claire. C'est un patient qui a déjà le traitement optimal médical, donc les 4 fameux traitements que l'on connaît tous, et qui a tous les critères suivants, c'est-à-dire une fraction qui reste symptomatique, ça c'est extrêmement important malgré tout ce que vous lui avez mis, qui a une insuffisance cardiaque ou une dysfonction cardiaque sévère, que ce soit la FEVG, mais ça peut être aussi des dysfonctions droites, des valvulopathies sévères. En tout cas, il faut que structurellement, il y ait quelque chose. Il faut que ce soit des patients qui échappent quelque part au traitement, qui ont dû être hospitalisés en phase urgente pour des décompensations cardiaques sur l'année qui précède et avoir un retentissement fonctionnel majeur que l'on peut quantifier sur le test de marche ou sur la VO2. Donc ces patients-là, on les appelle des insuffisants cardiaques avec une insuffisance cardiaque avancée. Et on le sait, mais voir les chiffres, c'est assez troublant, c'est que c'est quelque chose de fréquent, puisque dans l'ensemble des patients insuffisants cardiaques que l'on suit ensemble, il y en a 1 sur 10 qui probablement a une insuffisance cardiaque sévère. Donc c'est vraiment pas rare. Et le pronostic, il est effrayant, puisque la médiane de survie est de 9 mois. Un patient sur 2, vous ne le reverrez pas 1 an après. Donc ça, c'est absolument redoutable. Et qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? C'est la possibilité de proposer des thérapeutiques exceptionnelles, des thérapeutiques avancées, et quand y penser, c'est au bon moment. J'enfonce une porte ouverte, mais on a ce bon moment qui est défini dans ces recommandations par un acronyme qui s'appelle I Need Help et qui permet comme moyen mémotechnique très utile la trajectoire d'un patient insuffisant cardiaque, ça se maintient jusqu'à ce que réellement ça échappe, et il faut à ce moment-là avoir le bon réflexe. C'est un patient qu'on doit mettre sous inotrope, un patient qui reste extrêmement symptomatique avec tout ce que vous lui avez fait, qui commence à avoir le rein, le foie, qui commence à dysfonctionner un petit peu, la fraction d'éjection quand on n'est plus à 30%, mais quand on est à 20%, un patient qui a fait un orage rythmique, qui a de nombreuses hospitalisations, chez qui vous êtes obligé d'augmenter des diurétiques, ça c'est un vrai signe auquel il faut penser, c'est que les choses sont en train d'échapper. Quand la tension artérielle est très basse et empêche de mettre ces fameux 4 traitements, alors on est dans l'insuffisance cardiaque avancée, et il faut penser aux autres projets, et en particulier aux projets d'assistance circulatoire et d'assistance cardiaque de longue durée.
Pour aujourd'hui, le plus fréquemment mis, c'est une assistance monogauche, donc qui aide uniquement le ventricule gauche. Le HeartMate 3 est la pompe la plus utilisée. Elle se met par voie chirurgicale, évidemment, à la pointe du cœur, avec un système très innovant de rotor qui tourne, qui est très hémocompatible et qui permet de générer des débits de 4 à 6 litres par minute. Ces assistances, au départ, on n'y pensait pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la greffe, ça restait le gold standard. Un patient insuffisant cardiaque sévère était inscrit sur liste de greffe. On a une pénurie de greffons, un greffon pour 2,2 patients, un patient sur 10 qui décède sur liste de transplantation cardiaque. On lui promet la vie et en réalité, il meurt avant. Donc l'assistance est une solution. 80 à 85% de survie à 1 an. C'est super. Ça améliore non seulement la vie, mais ça améliore la capacité fonctionnelle, ça améliore la qualité de vie des patients qui, au bout de 3 mois, ont une classe NYHA qui est 1 ou 2 et qui gardent ce bénéfice pendant toute la durée jusqu'au 60e mois, donc plusieurs années après, qui en gardent le bénéfice. Il y a plusieurs indications de l'assistance cardiaque. C'est soit en pont à la transplantation, des patients qu'on veut optimiser, qui on veut donner une chance pour pouvoir les amener à la transplantation cardiaque dans les meilleures conditions. Et de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la destination therapy, c'est-à-dire des patients à qui on propose cette assistance comme projet définitif. Et les chiffres, c'est 3000 aux États-Unis, 2500 par an en Europe et seulement 220 en France, donc il y a du boulot. Pour finir, quand y penser, c'est ma dernière diapo, avoir en tête le I need help, tous les critères qu'on a vus, c'est à ce moment-là qu'il faut adresser à des équipes spécialisées. Donc c'est une histoire de timing, c'est le bon moment, ni trop tôt évidemment, ni trop tard, avant l'insuffisance rénale, avant l'insuffisance hépatique, avant l'insuffisance cardiaque droite, avant le choc cardiogénique réfractaire s'il vous plaît, et avant que le patient soit dénutri, complètement sarcopénique. Et puis c'est quand même une histoire de bons patients. Il n'y a pas de contre-indications, sous des contre-indications de bon sens, un patient qui a une grabataire, une maladie aiguë, etc. Limite d'âge, 70 ans, 75 au max, on n'est pas encore aux États-Unis, 70 ans. Il faut qu'il ait une fonction ventriculaire droite préservée. On aide le ventricule gauche, il faut que le ventricule droit puisse s'assurer derrière. Et puis il faut que ce soit des patients, on ne leur vend pas une pompe et une machine, c'est un vrai parcours de vie, donc il faut que ce soit des patients qui soient motivés, entourés, informer des contraintes et informer des complications qui évidemment existent, infectieuses, hémorragiques, même si elles sont de plus en plus rares. Donc ce sont des thérapies évidemment d'exception, mais auxquelles il faut penser de plus en plus pour les rendre les moins exceptionnelles possibles. Merci beaucoup Anne-Céline. Effectivement, je me dis, dans chaque service, il y a peut-être 1 ou 2 patients qui reviennent souvent et qu'on n'a peut-être pas assez pensé à ça. Je tiens tous à vous remercier parce que ça nous a permis d'avoir une culture de l'insuffisance cardiaque au-delà même de nos thérapeutiques. C'était l'objectif. La carence martiale, le gilet défibrillateur, la rééducation, voire les assistances. Merci à tous. Je vous invite à rester pour la session suivante et continuer à assister au congrès. Merci à tous, merci à l'audience. Au revoir. Merci.